Bonjour. Vous savez, quand je parle d'énergie intérieure ou subtile, plusieurs dans mon entourage trouvent qu'il s'agit d'un truc nébuleux, non scientifique, ni plus ni moins une perte de temps et d'énergie. Mais ce que ses amis ignorent, c'est qu'il existe une tradition très riche autour du monde sur cette énergie intérieure. Donc, ce n'est pas un truc nouveau ici, loin de là. Depuis des siècles, des millénaires même, beaucoup de personnes très engagées ont travaillé fort à comprendre cette énergie subtile et à trouver des moyens de devenir très sensibles à celle-ci. Ensuite, elles ont transmis ce savoir précieux à des étudiants privilégiés. J'aimerais ici vous présenter quelques-unes de ces traditions. Et je veux que cet exposé soit exhaustif, mais aussi concis. Donc, je vais résumer un article très intéressant du professeur Jeff Levin, publié en 2008, intitulé Esoteric Healing Traditions, a Conceptual Overview. Voici les 8 grandes traditions ésotériques présentées par le professeur Levin dans sa recherche. Numéro 1, la tradition kabbalistique. 2, la tradition des écoles de mystère. 3, la tradition gnostique. 4, la tradition des confréries. 5, la tradition mystique orientale. 6, la tradition mystique occidentale. 7, la tradition chamanique. Et 8, la tradition New Age. D'abord, j'aimerais souligner les principaux points de convergence qu'ont toutes ces traditions concernant l'énergie subtile. Ensuite, je passerai chacune d'entre elles en revue rapidement. Toutes ces voies initiatiques proposent une démarche mystique pour se relier à sa force intérieure et au cosmos. Et elles donnent aussi des procédés et des pratiques spéciales pour atteindre cet état de conscience unitive. Cette tradition spirituelle commune a été appelée la tradition primordiale, la sagesse secrète, la vérité oubliée, la théologie éternelle ou tout simplement la voie. Tous ces systèmes enseignent aussi la présence d'un élément subtil dans la matière qui pénètre notre corps et l'univers, et ils ont tous une expression pour désigner cette force vitale omniprésente, comme par exemple prana, chi, wakan, archeus, pneuma, vis medicatrice naturae, pour ne nommer que cela. Dans son travail de recherche, Levin présente 4 caractéristiques de cette énergie subtile qu'ont toutes ces traditions. Il fait aussi remarquer que pour la plupart d'entre elles, un blocage ou une lenteur dans ce courant énergétique peut provoquer certaines maladies. Maintenant, j'aimerais vous donner une très courte description de chacune de ces traditions, commençant par celle que je connais le mieux. Ce sera un aperçu très bref. En fait, c'est vraiment une invitation à explorer davantage. Je vais commencer par la tradition mystique orientale, parce qu'elle est, à mon avis, la plus riche quand on parle d'énergie intérieure. Cette tradition prend racine dans le sous-continent indien, s'étend sur des millénaires et voit l'univers comme un grand champ énergétique en constante pulsation. On peut dire que cette idée de cultiver et de canaliser cette énergie fait partie de l'enseignement central du bouddhisme, de l'hindouisme et du taoïsme. Qigong veut littéralement dire travail intérieur. Honnêtement, vous pourriez passer des vies entières à explorer les enseignements de cette tradition orientale. Ensuite, parlons de la tradition des écoles des mystères, qui vient de cultes d'initiation secrets qui ont fleuri dans le monde gréco-romain, en Égypte et en Asie mineure, dans les siècles avant notre ère. Beaucoup d'écoles différentes sont apparues dans cette période et je ne vais pas les nommer ici. Cependant, une des figures marquantes de cette tradition est Hermès Trismégis, un hybride du grec Hermès et de l'égyptien Thoth. Et l'hermétisme a beaucoup à dire sur cette énergie intérieure. Et si vous êtes intéressé par cette tradition, ça serait un bon point de départ pour explorer davantage. Aussi, ce livre ici, The Mystery Religions,
de Samuel Angus est un classique sur le sujet. Pour la troisième, tournons-nous vers la tradition gnostique, qui a été surtout active du temps de Jésus et quelques siècles après. En gros, les gnostiques viennent des premières communautés chrétiennes, mais ne partageaient pas la vision du monde de l'Église romaine. Ils croyaient plutôt que par la contemplation, une gnose, c'est-à-dire une connaissance ou une expérience mystique, peut nous donner accès à notre nature supérieure. En passant, le terme gnostique leur a été attribué seulement plus tard par des chrétiens romains comme une catégorie d'hérésie. Les sentences de l'évangile de Thomas sont particulièrement intéressantes à analyser du point de vue de l'énergie intérieure. Par exemple, on y apprend que quand vous engendrez cela en vous, ceci qui est vôtre vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ceci qui n'est pas vôtre en vous vous tuera. Prenez une minute pour méditer un peu sur cette sentence. Au numéro 4, parlons des confréries, qui proviennent d'ordres avec des initiations et des niveaux multiples. Ces organisations sont apparues au Moyen Âge et à la Renaissance et semblent découler des écoles des mystères. Les Templiers sont un bon exemple médiéval, mais les ordres les plus connus de nos jours sont évidemment les francs-maçons et les rosicruciens. Je me contenterai de dire ici que beaucoup de leurs enseignements incluent des pratiques pour développer votre énergie intérieure. Allons maintenant au numéro 5, c'est-à-dire la tradition mystique occidentale. C'est vrai que cette catégorie pourrait inclure les confréries et les gnostiques modernes, mais Leven réserve cette catégorie pour tous les groupes sans dénomination particulière qui mettent une emphase importante sur la tradition, sur les enseignements des autres traditions, pardon. Par exemple, la théosophie et le néopaganisme et tous les groupes et les sociétés qui en découlent sont un bon exemple de cette tradition. Et il faut dire que ces groupes, ces sociétés ont produit beaucoup d'écrits sur notre sujet de prédilection, c'est-à-dire l'énergie intérieure. Sixièmement, on a la tradition chamanique qui se rapporte aux enseignements de plusieurs peuples autochtones autour du globe. Je sais qu'on peut avoir la tentation de généraliser toutes ces croyances et ces pratiques. Cependant, ces peuples ont des points en commun, comme par exemple le chaman, une vision animiste du monde et une importance sur le travail intérieur et les médecines pour pouvoir accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Au numéro 7 se trouve la tradition kabbalistique, avec laquelle je ne suis pas vraiment familier. Le mot hébreu Kabbalah veut dire tradition et fait référence à la tradition mystique du judaïsme. Et l'un de ses principaux écrits, le Zohar, parle de l'importance du pouvoir, en fait, de l'énergie spirituelle pour la transformation. Notre dernière catégorie est le mouvement New Age, qui est apparu dans les années 60 et 70 et qui comprend un grand mélange de croyances et de pratiques. Beaucoup d'écrits contemporains intéressants sur l'énergie intérieure viennent de cette catégorie qu'on peut même maintenant appeler une tradition. Alors voilà, je vous ai présenté les 8 grandes traditions dont vous pouvez vous servir pour extraire des informations très utiles sur ce truc dont je traite sur cette chaîne, c'est-à-dire votre énergie intérieure ou subtile. Merci pour votre présence et votre énergie et à la prochaine!